Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Québec 2030. Ou plutôt, Nunavik 2030. La banquise à l'extrême nord du Québec n'existe plus, laissant le champ libre à des centaines de pétroliers transportant chaque jour des tonnes de liquide noir extraits des fonds marins. Les marées noires sont désormais la routine. Elles n'inquiètent plus personne parce qu'on se dit que l'océan est profond et qu'il y a de la place. La fonte du pergélisol libère des quantités faramineuses de méthane, un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Les communautés inuites sont devenues des réfugiés climatiques. La colonisation perdure et l'histoire se répète. Encore et toujours. Bah, tu t'en vas? C'est assez! Bah là, d'habitude, je dis quelque chose de déprimant, tu me consoles, puis on commence l'épisode. C'est ça le concept. Oui, mais là, c'est trop! À tous les épisodes, on parle de trucs épouvantables. On est supposé redonner de l'espoir aux jeunes. Là, c'est terminé. Je quitte. C'est trop pour mon petit cœur. Bah là, je peux pas faire l'émission toute seule. Va falloir, Léa. Malheureusement, mon seul apport, c'est mes jokes. Pis là, j'en trouve plus de jokes. Ah, mais moi aussi j'en ai des crises existentielles parfois, puis je t'assure, ça finit par passer. C'est facile à dire. Toi, t'es jeune. T'as tout ton avenir devant toi. Moi, là, d'ici 2 ans, je vais avoir 30 ans. Je vais vouloir habiter en banlieue. Je vais devenir l'ennemi. Ok, le ton mélodrame avec la pointe d'agisme, on dirait que tu veux juste de l'attention. Je suis sur le bord du gouffre. Je suis une grande âme déchue. Ok, non pas que je veux pas entamer ta thérapie là tout de suite, mais je pense qu'il est temps de commencer l'épisode. Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de la relève, j'ai 28 ans, et mon destin n'est qu'une feuille d'automne emportée par l'eau d'une rivière de malheur. Et moi, c'est Léa Hilardo, j'ai 23 ans, je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et je tente tant bien que mal de sortir de ce téléroman de piètre qualité. Diantre! Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun. On est assez inquiet par rapport à l'avenir de la planète. Ouais, puis on n'est pas les seuls. L'éco-anxiété, c'est un des traits distinctifs de notre génération. Le futur, on préfère souvent pas y penser. Je préfère me réfugier dans le théâtre pour fuir la réalité. Ça, je te rejoins sur le fait que l'art est essentiel à nos vies, puis que ça va sûrement nous aider à lutter contre la crise climatique. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée de cette série balado, servir de remède à cette anxiété. Parce que même si on peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. On va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à Avant de tirer la plug. Une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec. Tu sais que j'aime bien chercher la marde quand on me dit que tout est beau. C'est une drôle de manière d'entamer une conversation, mais je t'écoute. Si je te dis que l'électricité produite par Hydro-Québec est propre à 99,6%, tu réagis comment? Bravo Hydro-Québec, hey. Si c'est un examen, ça te remonte une cotère, un résultat de même. Mais non Alex, faut affûter ton esprit critique. Tu vois pas du tout ce qui va pas. Mes notes au cégep auraient pu être meilleures. Oui, mais c'est pas ça mon point. Arrête de parler en énigme, là, on fait un podcast, pas une aventure d'Amos d'Aragon. 99,6%. Ça laisse un 0,4% d'énergie qui n'est pas propre. Pis ça, c'est grave. Tu penses-tu que Que le 0,4% viendrait du marché noir? J'irai peut-être pas jusque-là, mais j'ai démarré une enquête pour nous. J'ai mené un interrogatoire auprès d'Olivier Arsenault, ingénieur chez Hydro, pour nous éclairer là-dessus. Ok, fais le good cop, moi je fais le bad cop. L'entrevue est déjà faite, on l'a enregistrée. Connard, dis-nous la vérité, d'où vient ce putain de 0,4%? Partez l'entrevue, là, je vais gérer Alexandre. Il y a 2 cas d'espèce. Il y a le cas de la centrale de Cap-Roumeul, où là, on roule avec un diesel qui est un diesel lourd. Donc, c'est une centrale qui a un rendement qui est quand même meilleur. Elle est plus grosse, on a un carburant qui est différent, puis un traitement qui est différent dans ce carburant-là. Toutes les autres centrales fonctionnent tous au carburant diesel, le même que carburant que vous voyez dans les camions qui circulent sur les routes aux alentours de chez vous. C'est bien ce que je croyais. Ils bloquent l'électricité pour avoir la main mise sur le marché du diesel.
Bon, t'as fini de jouer au policier? Face au crime, nul ne peut rester de classe. Puis avec mon regard d'enquêteur, tu sais, je trouve quand même que c'est bizarre qu'Hydro-Québec, tu sais, dans l'essence d'eau, utilise de l'essence. À mon avis, ça sent la merde tout ça. Bien vu, tu connais bien tes étymologies. On en apprend beaucoup dans la rue. Mais c'est qu'il y a des endroits au Québec, notamment dans le nord, où pour l'instant on n'a pas le choix à cause de l'éloignement du réseau principal d'Hydro. Donc, au Québec, d'abord, il y a 14 réseaux autonomes du côté du Nunavik, donc la pointe nord complètement du Québec. Donc, c'est des réseaux autonomes qui sont des villages inuits principalement. Il y a le cas de Wapmashtu Kujurapik, où c'est un village qui est à la fois inuit, en tout cas, il y a un côté inuit au village et il y a un côté cri à ce village-là. Par la suite, il y a 2 réseaux autonomes du côté de la Haute-Mauricie, Obidjiwan et Clova. Si on s'en va du côté des îles de la Madeleine, il y a évidemment l'île principale où il y a la centrale de Cap-Roumeul qui est une grosse centrale qui alimente l'île principale, et il y a l'île d'Entrée qui est juste à côté où on a une petite centrale. On va finir avec la Basse-Côte-Nord. Donc, il y a du côté de Port-Meunier à l'île d'Anticosterie où on a une centrale aussi. Et par la suite, il nous reste une centrale qui est vraiment autonome seule, c'est celle de La Romaine. Donc, toujours sur la Basse-Côte-Nord. Puis, il faut faire attention de bien distinguer le La Romaine, le village de La Romaine, le complexe hydroélectrique. Il y a une bonne distance, il n'y a pas de route qui vient unir les deux. Et finalement, on a un chapelet de quelques petits villages par la suite qui sont alimentés par une centrale, la centrale du lac Robertson, qui est une centrale hydroélectrique. Mais malgré tout, c'est pas raccordé au réseau principal, donc ça demeure un réseau autonome. Et on a aussi des centrales qui sont en réserve froide, donc des centrales diesel qui peuvent venir en backup, être capables d'alimenter ce réseau-là. OK, donc le 0,4%, ça représente les réseaux autonomes qui peuvent pas être associés au réseau principal et qui sont pour la plupart des centrales diesel. C'est ça? T'as tout compris, cher. Yes! Mais qui travaille là-dessus? Tu sais, ça reste quand même des grosses centrales, puis c'est pas vrai que ça fonctionne tout seul, ça, là. Ben non, faut du monde pour faire fonctionner les génératrices. D'ailleurs, j'ai eu la chance de discuter avec Toby Alachouac, qui est opérateur et monteur de ligne dans le nord du Québec. Il vit exactement à Pouvernitouk, c'est sur la côte de la baie du Tson, dans le nord-ouest du Québec. Allô Toby, enchanté. Enchanté Léa. Donc c'est ça, moi j'anime ce podcast-là, et enfin ce balado avec Alex. Et moi ce qui m'intéresserait, c'est un peu de savoir, tu sais, au quotidien, c'est quoi ta job, tu sais, à quoi ça ressemble une journée de travail pour toi en fait. Une journée de travail typique, pour nous autres, ça commence le matin. C'est toujours le matin à chaque matin. On commence à 8 heures le matin. On commence par faire une inspection complète de la centrale, des systèmes et des moteurs, tout ce qui est par rapport à la centrale pour produire de l'électricité. Il y a tout le temps quelque chose à faire dans la centrale. La plupart des villages, on est par deux par village, fait que on sépare les tâches. C'est de s'assurer que tout le monde a de l'électricité dans les bâtiments, que tout le filage, tout le réseau de distribution, il est correct. Tu me dis, il y a toujours des trucs à faire différents. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des petits problèmes, justement, dans les centrales? Oui, justement, il y a des problèmes. Des fois, ça arrive en faisant notre inspection le matin. Il peut y avoir eu un bris mécanique. Il peut y avoir eu, sur le réseau de distribution, il peut y avoir eu un fil de cassé qui est tombé, une lampe de rue qui allume plus ou bien qui est tombée, des affaires de même, poteau cassé, ça arrive aussi assez fréquemment dans le Nord. Ça, c'est les petits problèmes qui peuvent survenir au courant de la journée, n'importe quand dans le fond. C'était tellement intéressant de parler avec Toby, d'essayer de comprendre sa réalité alors que le territoire du nord du Québec est complètement différent de notre réalité à nous dans le sud. Puis ce qui m'a le plus touché, c'est surtout d'apprendre pourquoi il a voulu faire ce métier. Pourquoi j'ai choisi ce travail-là, c'est vraiment pour la job manuelle que j'ai vue que les monteurs de ligne faisaient. Ça m'a beaucoup encouragé à appliquer pour Hydro. Puis l'autre chose aussi, c'était mon grand-père, il a travaillé pour Hydro-Québec comme opérateur pendant plusieurs années dans mon village à Pouvernitouk. Je sentais que c'était comme à ma place, là. Si mon grand-père l'a déjà fait, je peux le faire aussi. Et c'est vraiment impressionnant. Surtout que travailler sur les réseaux dans le Nord, ça doit pas être facile. Non.
Et tu peux pas te permettre, en plein hiver, d'avoir une longue panne. Le climat et l'isolement rendent leur travail difficile et d'autant plus important. Toby me disait qu'ils étaient 2 employés par village, parfois tout seuls, avec de nombreuses pannes à gérer. Oui, ben ça dépend toujours de la panne. C'est quoi le problème? Des fois, on peut arriver à réparer la panne, à remettre l'électricité si on peut. Mais dépendamment de la situation, de la température au nord, mettons s'il y a un bris sur le réseau de distribution, un poteau cassé exemple, puis il faut un chef monteur qu'il arrive de Québec, du sud, puis il fait pas beau dans notre village, ça peut aller des jours, comme ça peut aller dans la même journée. C'est la mère nature qui décide par chez nous ici. Est-ce que toi, justement, en tant que, depuis que tu y travailles, est-ce que tu as déjà dû faire face à une grosse panne, justement? Plusieurs grosses pannes, mais des pannes que le village au complet et il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité. Ça donne un rush d'adrénaline à chaque fois. Des fois, on est pris tout seul, notre partner il est pas là. T'es tout seul, il y a personne d'autre qui va faire ta job, puis c'est toi, puis faut se calmer dans ce temps-là, puis penser à notre travail, puis aller avec le flow. Mais oui, c'est arrivé plusieurs fois, des pannes de la centrale, des pannes à partir du réseau, des poteaux cassés. C'est ça, on sent, comme tu dis, on se sent isolé, ou on se sent comme tout seul des fois, là, parce qu'on est tout seul des fois, comme travailleur. Ils peuvent vraiment pas se permettre des pannes. Une maison sans électricité l'hiver, c'est la tuyauterie qui gèle, ça coupe l'accès à l'eau potable, ça peut vraiment être dommageable. Exact, et c'est vraiment l'isolement qui rend la gestion de l'électricité si difficile. Olivier, qu'on a entendu tantôt, m'a bien expliqué ça. Ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là sont très, 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 très loin. Donc, si on prend le cas des gens du Nunavik dans un premier temps, ils sont vraiment isolés. Typiquement, il y a 2 bateaux de marchandises qui vont atteindre ces villages-là. Donc, un qui devrait partir très prochainement, là, au mois de juin, et un second à la fin de l'été pour arriver quelque part en automne. Donc, avant de parler des énergies renouvelables, il faut toujours garder en tête qu'on a besoin d'une alimentation qui est extrêmement fiable. Donc, si, admettons, on parle de nous qui habitons au sud, si on a une panne d'électricité qui dure 1 heure ou même 2-3 jours, ce qui va se passer, finalement, on peut aller dans le quartier voisin, dans la ville voisine, puis on va être capable d'avoir accès à tous les services qu'on a besoin, de se sécuriser et compagnie. Si on prend un village dans le nord, d'avoir une panne, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le chauffage n'est pas permis habituellement à l'électricité. Donc, le chauffage se fait au mazout. Et le mazout, pour être capable d'avoir un chauffage de ce côté-là, a quand même besoin de l'électricité pour que les pompes puissent pomper. Donc, si demain matin, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage non plus, les tuyaux vont se mettre à geler. Et là, on ne peut pas juste prendre sa voiture, prendre la route et aller dans le village voisin. On est vraiment coincé. Donc, ça prend une technologie qui est extrêmement fiable. Et ça prend des gens sur le terrain. Clairement, le travail de Toby est essentiel et pendant toute notre discussion, j'ai senti à quel point il était fier de faire ce qu'il fait. Il m'a d'ailleurs raconté une histoire que j'ai adorée. Dans mon village à Pauvernétouk, on a eu un gros projet pour changer les fils de conducteurs sur le réseau. Le projet en entier a été fait la plupart par des Inuits, par mes collègues puis moi. Fait que ça, c'est une anecdote, une fierté que je pourrais dire qu'on a accompli un projet fait par la plupart par des employés locaux. On a eu de l'aide du Sud, des employés du Sud, mais la plupart a été faite par les employés locaux. Puis ça, j'ai été fier de nous autres pour ça. Ouais, trop bien. Puis en plus, c'est en plus pour ton village, donc c'est encore, tu le vois concrètement en fait au quotidien, quoi. Oui. En plus, c'était dans mon village, puis c'était touchant. À la fin du projet,
d'avoir tous les gars, puis tout le monde était content, puis c'est une belle anecdote, ça, je pense. Je trouve que ce genre d'histoire, c'est vraiment la réponse parfaite au complexe de l'homme blanc qui pense qu'il faut qu'il aille sauver les autochtones. Ça nous pousse à penser plus souvent à des partenariats avec les communautés au lieu d'imposer nos façons de faire. Donner le pouvoir décisionnel aux personnes qui ont toujours vécu sur ce territoire, leur territoire. Qu'ils prennent leurs décisions, au final, c'est la base. Ben, c'est ça. Ils connaissent intimement leur territoire et c'est là que si Hydro a l'intention de rendre ses réseaux autonomes du Nord plus verts, il faut le faire dans cette dynamique partenariale. Ah, c'est leur intention? Ben, je crois que c'est un peu la thématique de l'épisode. Ah, ça me prend du temps à arriver, mais je finis toujours par me rendre à la bonne place. Les objectifs, c'est d'ici 2025, arriver à 70% des réseaux autonomes en renouvelables, c'est ça? Exact. Donc, viser globalement un approvisionnement renouvelable à 70% à l'horizon de 2025. Et en ce moment, on est à combien? Je connais pas le chiffre par cœur, mais on doit être de l'ordre d'environ 25% là, avec les deux centrales hydroélectriques qu'on a, donc la centrale de Méniec et la centrale du lac Robertson. Il y a aussi le cas de Schefferville, en fait, où on est alimenté par la centrale de Méniec. Particularité de ce côté-là, c'est pas une centrale pour laquelle on est propriétaire, c'est une centrale qui est sur le territoire de la province voisine, du côté du Labrador. Donc, on a un contrat d'exploitation et d'achat d'électricité avec eux. Donc, ça, c'est les deux centrales qu'on peut qualifier de vertes pour le moment. Mais ce qu'on veut faire actuellement, c'est qu'on a déjà un certain pourcentage, un certain niveau d'énergie renouvelable dans nos réseaux. Puis on veut être capable de l'augmenter, donc au-delà du lac Robertson dont je vous parlais et au-delà de Méniec. Les projets qui sont les plus porteurs actuellement, puis là quand je dis porteurs, en fait, ce que je veux dire qu'ils vont avoir le plus d'impact, d'abord, ça va être du côté des îles de la Madeleine. Et juste avec les îles de la Madeleine, on vient atteindre un gros pourcentage d'énergie renouvelable parce que c'est notre plus gros réseau. Qu'est-ce qui se passe aux îles, là? T'sais, on parle d'énergie renouvelable, mais rien de clair. Faut-tu que je ressorte ma voix d'enquêteur? Alors, jusqu'à récemment, c'était pas clair, mais là, on sait que c'est sûr, les îles de la Madeleine seront alimentées en hydroélectricité en 2027 et ça se fera grâce à 2 câbles sous-marins. Puis il y a d'autres projets de décarbonation aussi. Sinon, ce qui se fait aussi actuellement, il y a du côté de la Romaine. La Romaine, le raccordement a cours actuellement. Donc, il y a vraiment des travailleurs avec leurs bottes sur le chantier qui sont en train de planter des poteaux puis de se rapprocher tranquillement de la Romaine pour être capable de les alimenter. Ça aussi, c'est quand même un assez gros village. Sinon, actuellement, il y a le village d'Inukjuak où la communauté ont décidé de se prendre en main et de monter un projet eux-mêmes. Donc, de ce côté-là, il y a une centrale hydraulique au fil de l'eau qui est en construction et pour laquelle on va acheter de l'électricité de cette communauté-là. Donc, on a fait 2 projets solaires jusqu'à maintenant, si on parle du cas du Nunavik. Là, on travaille très fortement du côté de l'éolien. Les gens du côté du Nunavik ont décidé de se structurer, donc de trouver une manière de faire les projets par eux autres mêmes et de nous vendre l'électricité. Donc là, on est dans des phases de négociation actuellement, justement, avec les Inuits pour voir, comment on peut travailler ensemble pour que ces projets puissent arriver à bon port et que ce soit acceptable pour tout le monde. Tu vois, c'est ça qui me fait pas voir tout noir dans cette crise climatique. Parce que quand t'arrives à lier la transition énergétique à l'autodétermination des premiers peuples, tu me mets du baume au cœur. Oui, dans le sens où pour les projets énergétiques dont on parle, c'est eux qui prennent leurs décisions. La centrale hydroélectrique d'Inukjuak, c'est un bon exemple d'entente avec les communautés du Nord qui ont déjà leur propre projet. On pourrait aussi parler du projet éolien des Puates. Ce sont des beaux exemples de réussite, puis on se souhaite d'en voir d'autres des projets comme ça. Et ouais, on souhaite qu'Hydro fasse encore mieux, mais tu sais, d'avoir vu ce qui se passe au Nunavik dans cet épisode, c'est beau en maudit. C'est pas nous qui allons décarboner le Nord, c'est le Nord qui se décarbone. On parle du Nord, mais ça sonne un peu comme une démarche qu'il faut développer pour bien des autres endroits. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que les territoires où Hydro est implanté, ce sont des territoires traditionnels de différentes nations autochtones qui ont des liens directs avec, pour la chasse, la pêche, mais aussi des liens spirituels. Par exemple, en 2017, Hydro a ouvert les valves d'un barrage et inondé une partie du territoire utilisé par la communauté de Pessamit,
ce qui a détruit des sites traditionnels. Je pense pas que ça a été volontaire de la part d'Hydro. T'sais, si je me souviens bien, cet automne-là, il y avait eu des pluies records sur la Côte-Nord, puis il fallait ouvrir les vannes pour éviter que les réservoirs débordent ou que des barrages cèdent. Mais on souhaite quand même qu'à l'avenir, ils continuent de faire de leur part pour améliorer leur situation. J'ai hâte au jour où on dira que 100% de l'électricité produite par Hydro est propre, mais surtout au jour où toutes leurs actions seront menées en collaboration et avec le consentement des premiers peuples. Puis tu sais, il faut être honnête, ça prendrait un balado complet pour parler de ces enjeux-là et on n'est pas là pour péter l'ambiance. Alors on nomme ce qu'il y a de beau avec les projets qu'on a présentés, mais on souligne aussi les angles morts pour que la suite de l'histoire soit encore plus belle. Lorsque ce jour viendra, le fameux détective Alexandre Forêt pourra enfin déposer son badge. Mais pour l'instant, l'enquête continue et les crimes environnementaux perdurent. Heureusement, son travail a mis la lumière sur ce fameux point 4%. Alex, c'est moi qui ai fait toutes les entrevues. T'as littéralement rien fait à part jouer au détective. Le détective Alexandre Forêt est incompris du grand public. C'était Léa Hilardo. Et Alexandre Forêt. Avant de tirer la plug, c'est À la recherche, Camille Lopez. à la réalisation, au montage et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad. Un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu. Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée par Hydro-Québec. C'était un podcast Urbania.